Bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints aujourd'hui par Sayed Amir Marandi, professeur à l'Université de Téhéran et ancien conseiller de l'équipe iranienne de négociation nucléaire, pour discuter de cette nouvelle série d'escalades très spectaculaires dans la guerre contre l'Iran. Merci beaucoup d'être revenu parmi nous. Merci Glenn. C'est toujours un grand plaisir d'être dans votre émission. Eh bien, comme je l'ai dit, il semble y avoir une escalade très marquée. D'abord, nous avons entendu parler de l'attaque contre la centrale nucléaire de Bushehr. Elle n'a pas touché le réacteur nucléaire, mais elle s'en est approchée suffisamment pour susciter des inquiétudes quant au risque de contamination nucléaire en cas d'une telle attaque. Nous avons également vu d'autres assassinats de dirigeants iraniens. Et bien sûr, la toute dernière nouvelle, tombée au cours des 2 dernières heures, semble être cette attaque contre le sud de Téhéran, où se trouve le plus grand gisement de gaz naturel au monde. Je veux dire, j'imagine que l'Iran dispose de nombreuses façons de riposter. Comment évaluez-vous cette situation? Quelle direction pensez-vous que cela va prendre? Eh bien, il y a plusieurs choses. D'abord, l'Iran exerce une emprise très forte sur Trump et sur le régime Trump. Il s'agit bien sûr du détroit d'Ormuz et de la vulnérabilité de l'Arabie saoudite. Même si celle-ci exporte une partie de son pétrole par la mer Rouge, l'Iran peut bloquer cette voie avec des missiles et des drones. Il fait de même en ce qui concerne les Émirats et la part de pétrole qu'ils exportent depuis l'extérieur du golfe Persique. C'est donc une situation très difficile pour Trump. Et comme il l'a reconnu plus tôt, il ne pensait pas, ou son administration ne pensait pas, il n'est pas très clair pour moi où se situe exactement la responsabilité. Il ne pensait pas que l'Iran allait attaquer des intérêts américains dans la région du golfe Persique ou fermer le détroit d'Ormuz, ce que je trouve extraordinaire. Toi, moi et beaucoup d'autres savions très bien qu'une telle chose se produirait. Nous en parlons ensemble depuis peut-être 2 ans. Alors, quand cela s'est produit, Trump, bien sûr, a lancé de nombreuses menaces audacieuses. Il a vu qu'elles ne fonctionnaient pas et, malgré ses déclarations selon lesquelles l'Iran était de nouveau anéanti, il a appelé le monde entier à l'aider à rouvrir le détroit d'Ormuz. Et tout le monde a dit non. De toute évidence, l'Iran n'a pas été anéanti. La marine iranienne, presque toute la flotte de guerre, est cachée dans des tunnels partout. Et ils entreront dans le golfe Persique, le golfe d'Oman et l'océan Indien lorsque le moment sera venu. Ce sont des vedettes rapides, équipées de missiles, et les capacités de l'Iran en matière de missiles et de drones semblent sans limite. Ils n'ont touché aucune des bases souterraines et n'ont rien fait pour freiner les capacités de production de l'Iran. Trump se trouve donc dans une position très difficile. D'un autre côté, le régime israélien veut une escalade. D'après ce que j'observe en Iran, le contrôle opérationnel est passé des États-Unis au régime israélien. Ce sont donc les Israéliens qui dirigent la guerre, ce sont eux qui choisissent les cibles, et les États-Unis ont accepté de coopérer pour les frapper. Cela ne fera peut-être pas une énorme différence, mais c'est tout de même significatif. Je pense que le régime israélien, et probablement les États-Unis, pourraient vouloir intensifier la situation pour voir jusqu'où l'Iran est prêt à aller. C'est une possibilité. Je pense qu'ils découvriront bientôt que l'Iran est prêt à aller jusqu'au bout et à se battre jusqu'à la fin. Cet essai est donc une folie. Certains pensent que le régime israélien souhaite la destruction totale des ressources pétrolières et gazières dans la région du golfe Persique, et il est possible que Trump s'y rallie. En tout cas, l'Iran va gravir les échelons de l'escalade, si c'est ce que fait la coalition américano-israélienne.
Israeli coalition does. So, I think ultimately the big issue. Je pense donc qu'en fin de compte, le grand problème, c'est que les États-Unis sont coincés avec le détroit d'Ormuz et que l'Iran détient vraiment toutes les cartes. Maintenant, les Israéliens assassinent des gens. Ils peuvent continuer à le faire ou connaître quelques succès, mais cela ne changera rien. Les Iraniens disposent d'une structure étatique très sophistiquée. Ils ont de nombreux experts et des personnes bien familiarisées avec les affaires de l'État. Ainsi, si une personne est martyrisée, quelqu'un d'autre la remplacera. C'est une perte, sans aucun doute. Le docteur Larijani, je n'ai jamais travaillé au gouvernement, mais je l'ai encouragé à aller en Chine. I encouraged him to go to China, and ultimately, when he went, he asked me to go with him. Et finalement, lorsqu'il est parti, il m'a demandé de l'accompagner. À son retour, il m'a demandé de m'occuper du dossier Chine pour lui. Ainsi, pendant quelques années, jusqu'à son départ du Parlement, il était bien sûr le président du Parlement, j'ai été responsable du dossier en son nom. En tant que bénévole, je n'ai reçu aucun salaire pour cela. C'était un homme excellent, très intelligent, très dévoué, une personne très morale. C'est une grande perte et j'avais beaucoup d'affection pour lui. Il était très poli, très instruit, mais tout le monde peut être remplacé par quelqu'un d'autre. Et le martyr en lui-même renforce le moral de la société. Il éveille davantage la société, comme nous l'avons vu aujourd'hui dans les rues pendant ses funérailles, et lors des funérailles des victimes de l'attaque américaine contre le navire iranien qui était désarmé et participait à une cérémonie navale en Inde. Je ne vois donc aucun succès d'envergure, car évidemment, on ne peut pas dire qu'un assassinat soit un succès, mais cela n'atteindra pas les résultats qu'il recherche. En réalité, cela aura l'effet inverse. Comme nous l'avons vu avec le martyre de l'ayatollah Khamenei, cela a véritablement mobilisé la nation d'une manière que je n'avais jamais observée, même dans les années 1980. J'ai été témoin de choses à Téhéran personnellement, et j'ai vu des images et des vidéos sans précédent. Des gens dans les rues, des foules immenses. J'y étais vendredi. Et ensuite, la coalition américano-israélienne a bombardé les manifestants dans les rues. Vous tuez une personne, et on n'en entend même pas parler dans les médias occidentaux. Mais personne ne s'est enfui. Je suis sûr que vous en avez vu des images, et beaucoup de vos téléspectateurs aussi. Elles sont sur mon compte Twitter. Les gens sont déterminés et se sont mobilisés. Les États-Unis avaient prévu de mener des attaques terroristes hier soir, ainsi que des émeutes, comme ils l'avaient fait il y a quelques mois. Cela a complètement échoué. Il y avait des gens dans les rues de Téhéran et dans tout le pays, et ils n'ont rien pu faire. Dans l'ensemble, je pense que la guerre se déroule très bien pour l'Iran. C'est douloureux. Ils ont assassiné de nombreuses personnes, y compris des écoliers. Ils ont bombardé des hôpitaux. Aujourd'hui, ils ont bombardé des infrastructures clés. Rien de tout cela ne nous réjouit. C'est douloureux. Lorsqu'ils ont assassiné le docteur Larijani, ils ont tué tous les voisins de cet immeuble. Mais les États-Unis et le régime israélien ont échoué jusqu'à présent. Eh bien, quelle est leur riposte probable? Parce que j'ai vu récemment un porte-parole, il y a environ 20 minutes, parler du fait que l'infrastructure énergétique de ceux qui participeraient à cela allait désormais, je crois qu'il a dit, brûler en cendres. Mais nous voyons aussi quelques frappes entrantes sur la capitale de l'Arabie saoudite. Je me demandais toutefois, quelle était la probabilité que le Yémen puisse réellement être mobilisé pour fermer la mer Rouge en réponse à cette escalade? Parce qu'il y a là un détroit important, bien sûr, le Bab el-Mandeb, si je ne le prononce pas mal. Et vous savez, il y a aussi ce détroit étroit qui peut être utilisé pour couper l'accès à la mer Rouge. C'est également un corridor maritime
tout à fait crucial, car si le détroit d'Ormuz est bloqué, c'est pratiquement le seul accès à l'Arabie saoudite sur la côte ouest. Alors voyez-vous cela comme une possibilité ou quel type de représailles? Encore une fois, je sais que le gouvernement ne dit pas ce qu'il va faire, mais quel type de représailles vous semble réaliste dans ce cas? Eh bien, le gouvernement a déclaré qu'il frapperait des installations pétrolières et gazières aux Émirats, au Qatar et en Arabie saoudite. Je pense qu'au moment où vous verrez cette vidéo, ces représailles auront probablement déjà eu lieu. Nous entendons déjà dire qu'il y a eu une frappe sur le Qatar et sur l'Arabie saoudite. Apparemment, les frappes en Arabie saoudite visaient des dépôts de carburant pour avions de l'armée de l'air américaine, car les Saoudiens sont profondément impliqués dans cette affaire, et il devient de plus en plus évident qu'ils encouragent les Américains à mener ces frappes contre l'Iran. Dans le cas du Yémen, ils ont déclaré qu'ils entreraient en guerre, et nous verrons quand cela se produira. Évidemment, tout dépendra de l'évolution de l'escalade. En Irak, la résistance frappe les intérêts américains, mais elle pourrait en faire bien davantage. C'est le même problème avec l'Iran. L'Iran peut frapper beaucoup plus fort. L'Iran monte les échelons de l'escalade en fonction des actions des États-Unis, d'Israël ou de ce que j'appellerais la coalition Epstein. Par exemple, aujourd'hui, lorsqu'ils ont frappé les infrastructures iraniennes, les installations gazières, c'était quelque chose auquel l'Iran devait répondre. L'Iran ne veut pas provoquer un effondrement économique mondial. Cette guerre a été imposée à l'Iran. Et comme nous l'avons vu avec la démission de Joe Kent, qui a essentiellement dit ce que nous disons depuis le début, que l'Iran ne représentait aucune menace et que c'était le régime israélien et le lobby sioniste qui ont poussé les États-Unis à la guerre, une guerre qui n'est absolument pas dans l'intérêt des États-Unis. Ainsi, l'Iran réagit à une agression et a fermé le détroit d'Ormuz pour faire pression sur les États-Unis, leurs mandataires et leurs alliés. Mais si les États-Unis décident de détruire le territoire iranien ou des installations clés, alors l'Iran fera de même. Et à ce moment-là, nous passerons assurément en mode de crise en ce qui concerne l'économie mondiale. Car plus tard, même s'il y a une fin des hostilités et que les exigences de l'Iran sont satisfaites, s'il n'y a plus de pétrole ni de gaz en raison des dommages ou de la destruction des installations, et s'il n'y a plus de pétroliers, à quoi bon? La crise économique mondiale sera permanente, ou du moins elle durera de nombreuses années. Il y aura une dépression économique mondiale. Les États-Unis ont commencé cette agression. Le régime américain, le régime Trump, le régime israélien et leurs mandataires dans la région sont tous complices. Les Iraniens ont fermé le détroit d'Ormuz pour exercer une pression. Mais si les États-Unis commencent à attaquer les installations ou les infrastructures clés de l'Iran, ou si le régime israélien le fait, cela ne change rien pour nous. L'Iran répondra de la même manière. Et puisque ces régimes arabes accueillent des bases américaines, leur permettent d'utiliser leur espace aérien, leurs bases aériennes et leur territoire pour tirer des missiles vers l'Iran, comme des missiles HIMARS, ils n'ont absolument aucune raison de se plaindre. Eh bien, nous voyons ces troupes américaines qui ont été envoyées dans la région et certains parlent de déployer des soldats sur le terrain. Je ne suis pas sûr que cela signifie sur le sol iranien ou si c'est destiné à ouvrir le détroit d'Ormuz. Il n'est pas non plus irréaliste qu'elles puissent être utilisées pour envahir le Yémen, peut-être afin de s'assurer que ce détroit, tout en maintenant l'accès à la mer Rouge, reste ouvert. Comment évaluez-vous cela? Pensez-vous que les États-Unis pourraient aller jusque-là en envoyant réellement des troupes au sol?
Eh bien, l'Irak et le Yémen ne sont pas de petits pays avec de petites populations. Et le Yémen aujourd'hui est bien plus puissant qu'il ne l'était il y a un an, lorsque les États-Unis ont mené une guerre contre lui et ont perdu après 7 semaines. Et d'ailleurs, rappelons que pendant la guerre génocidaire de 7 ans menée par les Saoudiens et les Émiratis contre le Yémen, avec le soutien de toute la région, à l'exception de l'Iran, la Turquie et le Qatar ont également soutenu le génocide au Yémen, jusqu'à ce que les Saoudiens et les Émiratis se retournent contre le Qatar et qu'Erdogan et le Qatar s'en éloignent. Mais tout l'Occident et la région soutenaient le génocide au Yémen. Et après 7 ans, il a échoué. Qu'est-ce qui a poussé les Saoudiens à accepter le cessez-le-feu? Lorsque le Yémen a visé les installations pétrolières et les exportations de pétrole saoudiennes. Si le Yémen avait pu faire cela il y a 4 ans, je pense que c'était le cas. Cela peut mettre fin aux exportations de pétrole saoudien qui passent par la mer Rouge, et cela peut aussi fermer la mer Rouge. Le Yémen dispose donc de ses capacités, et je suis sûr que ces capacités en matière de missiles et de drones représentent aujourd'hui une menace plus importante qu'à l'époque pour la marine américaine. Je ne vois pas de scénario dans lequel les États-Unis pourraient envoyer leurs troupes, quelques milliers, peut-être 2, 3, 4 000, et faire une réelle différence. Et c'est encore plus improbable en ce qui concerne l'Iran. Mais disons, hypothétiquement, que les Américains, d'une manière ou d'une autre, avec ce petit groupe, prennent le détroit d'Ormuz. Ils ont déjà sous-estimé les capacités de l'Iran en matière de missiles et de drones, évidemment. Ils ne cessent de dire qu'ils les ont toutes détruites, et l'Iran continue de tirer des missiles et des drones. Mais disons qu'ils prennent le détroit d'Ormuz, et que les forces armées iraniennes qui se préparent à un tel scénario depuis 25 ans échouent à les en déloger. Quelle différence ça va-t-il faire? Les navires doivent entrer dans le golfe Persique. L'Iran, si l'on regarde la carte, contrôle la moitié du golfe Persique. Il pourrait lancer des missiles sur les navires depuis n'importe où. Et les missiles que l'Iran tire ne sont pas lancés depuis la côte. Ils sont tirés depuis des centaines de kilomètres à l'intérieur du pays. Donc ils peuvent prendre le détroit d'Ormuz et l'Iran peut toujours détruire ce qu'il veut. Que ce soit des navires ou des installations, comme on le voit en ce moment. Ou, s'ils veulent aller jusqu'au nord du golfe Persique et prendre l'île de Haraka, c'est une île plate, alors les Iraniens peuvent les pilonner sur cette étendue de terre plate. Ils subiront de lourdes pertes, mais malgré tout, ils n'ouvriront pas le détroit d'Ormuz au commerce. Il n'y aura pas de pétrole. La seule chose qui va se produire, c'est qu'avec l'escalade, de plus en plus de pétroliers et d'installations pétrolières et gazières seront détruits. Donc au final, quand tout cela prendra fin, et cela finira par se terminer, ce sera un échec des États-Unis et un échec d'Israël. Alors il n'y aura pas le pétrole qu'ils essayent de ramener sur le marché. Et chaque jour qui passe, Glenn, il y a quoi? 15 ou 20 millions de barils par jour qui ne sont pas envoyés sur le marché. La pénurie s'aggrave d'heure en heure. Ils peuvent manipuler le marché pendant quelques jours, ou peut-être quelques semaines, mais ensuite, cela va leur retomber très durement dessus. Et bien sûr, il ne s'agit pas seulement du pétrole. C'est le gaz. Et bien sûr, ce n'est pas seulement le gaz, c'est aussi les engrais et les produits pétrochimiques. Il s'agit également des importations et des exportations, car ces dictatures familiales arabes représentent d'immenses marchés de consommation. Les États-Unis et les Européens possèdent des actifs considérables dans cette région, des milliers de milliards de dollars. Ils ont investi toutes sortes d'argent dans ces sociétés de consommation. Les pertes pour les États-Unis proviennent de la hausse des prix de l'énergie, de la pénurie d'énergie et d'engrais, ainsi que de la destruction de leurs actifs. Une grande partie des armes que les États-Unis vendent vont à ces pays et ils ne savent même pas s'en servir,
car ils ne disposent pas de forces militaires compétentes. Il n'y a que quoi? 350 000 ou 400 000 personnes. Comment vont-ils utiliser tous ces avions qu'ils ont achetés? Ces avions sont essentiellement des pots de vin. Et puis il y a les rétrocommissions et les commissions impliquant des sénateurs occidentaux, leurs partenaires commerciaux, la famille royale et tout le reste. C'est la même chose dans d'autres pays. Les pertes pour les États-Unis sont donc multidimensionnelles. Et bien sûr, le pétrodollar en prend un coup. Dans l'état actuel des choses, je ne vois pas comment les États-Unis pourraient s'en sortir. Ils ne font que s'enfoncer davantage. Et le monde va les tenir pour responsables. Je veux dire, ce que dit Joe Kent est reconnu dans le monde entier. Donc les gens vont blâmer le sionisme et Trump pour la misère qui commence à imposer à la communauté internationale. Oui, la lettre de démission de Joe Kent, elle a été lue des dizaines de millions de fois en ligne maintenant. C'est assez extraordinaire que essentiellement le numéro 2 là-bas soit celui qui démissionne et rende cela public. Cela montre bien que le récit autour de cette guerre ne se déroule pas comme prévu. Mais je pense que ce que tu as qualifié de panique est probablement juste, car au départ, Trump semblait vraiment croire que ce serait un autre Venezuela. Une opération rapide, aller-retour, une attaque avant la fin du week-end, avant l'ouverture des marchés boursiers, avec un discours de victoire prêt. Mais le gouvernement n'est pas tombé et l'armée ne s'est pas effondrée. Il semble donc qu'il y ait une incertitude quant aux autres cartes qui peuvent être jouées. Nous avons vu des rapports indiquant que Trump était très contrarié par l'absence d'options militaires pour ouvrir le détroit d'Ormuz. Mais il semble que, comme on le fait souvent dans ce genre de situation, en préparant un intermédiaire pour se battre en son nom, cette approche ait été tentée. Les États du Golfe semblent y avoir résisté jusqu'à présent, du moins. Ils ne veulent pas s'engager dans un affrontement direct avec l'Iran. L'Azerbaïdjan a semblé un moment prêt à jouer un rôle plus direct, mais ils se sont ensuite rétractés. Les Kurdes, qui avaient été armés par la CIA, se sont également apparemment montrés très inquiets. Je ne suis pas sûr qu'ils aient jamais été prêts à y aller, ou s'ils ne voulaient tout simplement pas miser sur le mauvais cheval. Mais même les alliés des États-Unis, l'OTAN et ceux d'Asie de l'Est ne voulaient pas participer à cette mission. Je ne sais pas comment ils auraient procédé, mais il a été question d'un convoi pour tenter d'ouvrir le détroit d'Ormuz. La dernière chose que nous voyons maintenant, du moins d'après ce que nous lisons dans les médias américains, c'est une certaine pression exercée sur la Syrie pour qu'elle entre au Liban, c'est-à-dire pour qu'elle profite du chaos et aide Israël, en l'occurrence le gouvernement de Jolani, afin d'aider Israël à se débarrasser essentiellement du Hezbollah au Liban. Comment voyez-vous ce scénario où la probabilité qu'il soit lancé et même qu'il réussisse? Eh bien, tout d'abord, Glenn, je veux dire quelque chose, puis il y a plusieurs points que nous devons examiner ici. D'une part, vous savez, les gens en Occident, dans le courant dominant, se sont toujours divisés en deux catégories. Les uns disent « allons-y et éliminons-les ». Et les autres disent « ils sont mauvais, mais ce n'est pas une bonne idée ». À mon avis, ils sont tous pareils. Et la raison pour laquelle je dis cela, c'est que je ne citerai pas de nom, mais l'un de vos invités venu il y a quelques jours était de ce genre-là. Il a dit quelque chose de malhonnête à propos de Mahsa Amini. Il a dit qu'elle avait été assassinée. Il n'y a aucune preuve de cela. Les images sont disponibles et le rapport médical indique clairement qu'elle avait un problème de santé. Elle n'a pas été battue. Il n'y a aucune preuve de cela. Et tout comme les dizaines de milliers de personnes qui affirment que l'Iran a tué des dizaines de milliers de personnes,
Tout cela n'est que mensonge. Ceux qui répètent ces mensonges plaident pour la guerre et en sont complices. Ils ont du sang sur les mains, chacun d'entre eux. Et c'est impardonnable. Je suis heureux que tu invites toutes sortes de personnes. J'essaye simplement de faire passer ce message, car je veux que les gens sachent que ceux qui, aux États-Unis et dans les médias dominants, tiennent ce discours. C'est comme avec Maduro. Ceux qui disent « Maduro est un méchant » ont du sang sur les mains. Parce qu'au lieu de dire « Non, c'est nous les méchants pour avoir bombardé des bateaux dans les Caraïbes, c'est nous les méchants pour avoir tué une centaine de personnes puis enlevé le président », ils disent « Oui, c'est un méchant. Non, c'est vous les méchants. » Et donc, ces personnes qui répètent ces mensonges, je pense qu'en général, elles veulent simplement rester pertinentes dans le courant dominant. Ou alors ce sont certains de ces gauchistes, des gauchistes européens. Dans le Sud global, ils ne sont pas du tout comme ça. Mais en Europe, ils sont très hostiles envers l'Iran. Ils nourrissent cette vieille haine irrationnelle parce que pour certains d'entre eux, le seul mouvement révolutionnaire possible doit être le leur. Et donc évidemment, la révolution islamique d'Iran est médiévale, rétrograde et maléfique. Et les mollahs, vous savez, sont fous, ils oppriment les femmes et tout ce non-sens qu'on entend depuis 47 ans. Mais depuis les 18 ou 19 derniers jours, depuis le début de la guerre, on a vu des millions de personnes descendre dans les rues. Chaque nuit, pendant que nous parlons, Glenn, d'immenses foules se rassemblent à Téhéran. D'immenses foules dans toute la ville. Et nous avons tous vu les images d'hommes et de femmes tenant bon sous les missiles. Ce n'est pas un peuple qui déteste le régime. Ce n'est pas un peuple prêt à mourir sous les frappes aériennes, mais qui continue à tenir sa position. Ce n'est pas un peuple qui croit que Mahsa Amini a été battu à mort, que le régime des mollahs tue des femmes en permanence, ou qu'il massacre des dizaines de milliers de personnes. Les Iraniens savent mieux ce qui se passe dans leur pays que ces gens qui vivent en Europe et aux États-Unis, et qui, en gros, mentent sur l'Iran parce que cela sert leurs intérêts. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que, pour moi, ceux qui disent que Maduro est malfaisant, que le régime cubain est malfaisant, mais ne faisons pas ceci. Non, ils sont malfaisants. Et leurs gouvernements le sont aussi. Et s'ils ont un minimum d'honnêteté intellectuelle, ils pointeront du doigt leur propre gouvernement et laisseront Cuba tranquille, laisseront le Venezuela tranquille, laisseront le Hezbollah tranquille, laisseront l'Iran tranquille. Cela ne les regarde pas. Mais pour revenir à la question, je pense que ce que nous vivons est une situation complètement nouvelle. Pour la première fois, l'Empire a échoué non seulement à changer un régime, il a même échoué à prendre un pays, car on nous a toujours dit que les États-Unis avaient perdu la guerre en Irak. Elle a perdu la guerre en Afghanistan, elle a perdu la guerre au Vietnam. Mais dans le cas de l'Iran, elle n'a même pas réussi à prendre les parties occupées du pays. Après des semaines de combat, avec une immense coalition, l'Occident collectif derrière elle, tous ces régimes régionaux sont avec eux. L'Azerbaïdjan, les États du Golfe Persique, la Turquie sous Erdogan. Ils transportent du pétrole. Des avions AWACS survolent l'espace aérien turc pour recueillir des renseignements contre l'Iran. Et les bases américaines sont également impliquées. Ils agissent tous contre l'Iran. Mais ils ont échoué, pourquoi? Parce que le peuple iranien soutient la République islamique d'Iran. Aujourd'hui, hier, il y a 2 semaines, il y a 2 mois. Aujourd'hui, ils sont plus mobilisés, plus unis. Et beaucoup d'entre eux, la minorité qui émeutait, ce petit groupe dans les rues que l'Occident glorifie, exagère et déforme, ont changé de position. Parce qu'ils voient maintenant que l'Occident, qui prétendait être démocratique et solidaire, eh bien en réalité, ils étaient des enfants. C'étaient des étudiants de première année d'université, de deuxième année, voire des élèves de terminale ou de première. Mais aujourd'hui,
Ils constatent que l'Occident bombarde des écoles, bombarde des hôpitaux, et leur vision du monde s'est effondrée. Donc maintenant, je ne dis pas que c'est le cas de tous, mais beaucoup d'entre eux sont dans la rue comme tout le monde. Et j'ai mes propres exemples anecdotiques à ce sujet. C'est pourquoi la République d'Azerbaïdjan n'oserait jamais attaquer l'Iran. Regardez les images des gens dans les rues de Tabriz, d'Ardabil, d'Urmia, de Marand, une autre ville azérie. Ils prendraient le contrôle de la République d'Azerbaïdjan en une semaine. Les Iraniens renverseraient le régime. Et il en va de même pour ces groupes terroristes kurdes, car les Iraniens ont averti le gouvernement kurde semi-autonome du nord de l'Irak que si vous permettez à ces gens, ces terroristes, de nous attaquer pour le compte de leur maître, la CIA et le Mossad, car c'est bien ce qu'ils sont, ils appartiennent aux services de renseignement occidentaux et israéliens, alors nous vous détruirons. Et il en sera de même pour la résistance irakienne. Et alors, il n'y aura plus de gouvernement kurde autonome dans le nord de l'Irak. Ils se sont donc retirés, ils se sont mis en retrait. Jolani, s'il essaie de faire quoi que ce soit contre le Liban, a déjà montré son vrai visage. Tout le monde maintenant, sauf ceux qui sont totalement sectaires, des gens sectaires ignorants, vous savez, du type wahhabite, takfiri, salafiste, qui ferment les yeux sur la vérité et soutiennent simplement ces terroristes, même s'ils savent que les Américains les contrôlaient et que les Israéliens étaient alliés avec eux. Tout le monde sait qui est Jolani maintenant. C'est un atout des États-Unis. S'il attaque le Liban, la résistance irakienne se déplacera en Syrie et l'Iran le détruira, lui et ses commandants, avec des drones et des missiles. Nous n'avons pas besoin des drones et missiles à longue portée que nous utilisons pour frapper Israël. Nous pouvons le faire avec des modèles à plus courte portée, différentes catégories de missiles et de drones, exactement comme ce que nous faisons dans le Golfe Persique. Donc je ne pense pas qu'il fera cela non plus. En fin de compte, les États-Unis ont échoué à utiliser des terroristes à l'intérieur de l'Iran. Ils pourraient tenter quelque chose dans les jours ou les semaines à venir, mais ce sera un échec. Même si une seule personne est tuée, ils en feront toute une histoire. Et vous savez, les médias occidentaux diront toutes sortes de bêtises, Fox News et tout ça, mais ils échoueront. C'est la même chose dans tous les autres domaines dont nous avons parlé. Les États-Unis sont coincés. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est assassiner, et cela ne fait que renforcer la détermination. Cela rend les dirigeants iraniens plus en colère et plus résolus à vaincre l'ennemi, car ce sont des amis, des figures nationales. Les gens chercheront à se venger lorsqu'ils tueront encore plus de personnes. J'ai justement publié un message à propos d'une femme qui a été touchée par un missile à proximité. Elle a paniqué, puis un autre missile l'a frappée. Donc, vous savez, les gens voient ces vidéos en Iran. Et la rage grandit, la colère grandit. Aujourd'hui, j'étais aux funérailles, une foule immense pour le docteur Larijani et les officiers de la marine. Et je ne suis pas un responsable du gouvernement. Je suis simplement à l'université de Téhéran, mais les gens me voient en ligne. Je passe rarement à la télévision iranienne, et pourtant ils viennent me voir et me disent « Les dirigeants devraient mieux se protéger ». Ils disent qu'ils sont trop courageux. Vous avez vu vendredi, lors de la journée d'Al-Quds, la journée de Jérusalem, le rassemblement en soutien à la Palestine. Le docteur Larijani était dans la rue, le président était dans la rue, le chef du pouvoir judiciaire donnait une interview quand le missile a frappé. Il n'a même pas scellé. Le ministre des Affaires étrangères était là, et ainsi de suite. Et bien sûr, le secrétaire à la guerre des États-Unis les a tous traités de rats cachés dans leurs trous. Mais les gens ont vu la réalité. Ils savent qui sont les vrais lâches. Alors vous savez,
les gens me disaient qu'ils pensaient que j'avais de l'influence ou que je pouvais dire aux dirigeants de ne pas sortir dans les rues, de ne pas venir aux funérailles. Ils exigeaient que les dirigeants n'y assistent pas. Littéralement, des centaines de personnes me l'ont dit d'une manière ou d'une autre. Je traversais simplement la foule et les gens m'arrêtaient sans cesse. C'est une nation unie. Ils peuvent assassiner, mais cela ne servira à rien. Cela ne fera qu'empirer les choses pour eux. Ils peuvent bombarder les infrastructures iraniennes, les infrastructures critiques. L'Iran va riposter, et cela ne fera que compliquer davantage la situation. Car comme je l'ai dit, si les États-Unis répondent aux exigences de l'Iran, alors le détroit d'Ormuz pourra être rouvert et après un certain temps, le flux de pétrole, de gaz et de produits pétrochimiques pourra revenir à la normale. Mais si des infrastructures clés en Iran sont détruites, elles le seront dans les régions où se trouvent leurs bases. Le problème deviendra donc de très long terme. C'est pas une solution non plus. Trump est coincé dans un piège et Netanyahou l'y a mis. Les sionistes l'y ont mis. Les sionistes, Netanyahou et la classe Epstein ont créé une crise mondiale. Eh bien, c'est intéressant ce que tu dis à propos de la gauche politique et de tout cela. Tu vois, j'ai fait remarquer plus tôt, pas ici, mais ailleurs, qu'après la guerre froide en particulier, on a vu apparaître ces nouveaux conservateurs à droite qui aspiraient à la sécurité par l'hégémonie ou l'empire. Ils se sont plus ou moins engagés dans cette alliance impie avec la gauche politique sous l'idée d'une hégémonie libérale. En dominant, nous élèverions le rôle de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde entier. Ainsi, désormais, tous les conflits sont présentés comme humanitaires. Et puis, soudainement, on voit les anciens, ceux qui à gauche prônaient autrefois la paix, dire maintenant que la paix signifie qu'on ne peut pas soutenir ces autoritaires. C'est ainsi que Maduro, les Russes, l'Iran, tous deviennent des régimes délégitimés et qu'on ne peut jamais soutenir. Mais comme vous l'avez suggéré, une fois qu'ils sont dénoncés, ils ont déjà indirectement plaidé en faveur de la guerre. Même lorsque vous dites aux gens de gauche qu'il s'agit de libérer les femmes, soudainement, ils adhèrent à la guerre. On le voit aussi avec la guerre en Ukraine. À gauche, ceux qui traditionnellement sont les premiers à défendre la cause de la paix, ils ne parlent plus de diplomatie. Ils ne parlent pas de dialogue, de compréhension mutuelle ou de paix. Ils parlent de la manière d'envoyer plus d'armes, de la façon de faire taire, vous savez, les médias de l'adversaire. Et oui, c'est essentiellement de cela qu'ils parlent. Le concept même de paix a été largement dévoyé. J'apprécie Jeffrey Sachs pour cette raison. Il est allé s'exprimer au Conseil de sécurité de l'ONU, c'était avant l'attaque contre le Venezuela, et il a commencé en disant « Je ne suis pas ici pour discuter du caractère du gouvernement vénézuélien. Ce n'est pas la question. Nous parlons de ce que les États-Unis prévoient de faire. » Et il voulait mettre tout cela de côté. Parce qu'une fois qu'on entre dans ce débat, soit vous soutenez ceci et nous vous condamnons, soit vous condamnez aussi et alors vous préparez le terrain pour la guerre. Il a simplement balayé toute l'affaire d'un revers de main. Mais je voulais te poser une question à propos de quelque chose que tu as dit. Tu as mentionné que si les États-Unis répondaient aux exigences de l'Iran, et j'ai effectivement vu le ministre iranien des Affaires étrangères dire que l'Iran ne voulait pas d'un cessez-le-feu, mais un règlement politique ou de paix. Donc, la paix n'est pas la même chose qu'un cessez-le-feu. Et encore une fois, nous avons entendu des arguments similaires venant de la Russie. Un cessez-le-feu est une pause temporaire qui permet à l'ennemi de se regrouper, de se réapprovisionner et de reprendre le combat, tandis qu'un règlement de paix s'attaquerait aux causes profondes et chercherait réellement une solution. Alors, quelle est cette solution? Quelles sont les exigences auxquelles l'Amérique doit répondre? Autrement dit,
quelle est la position initiale de l'Iran et où vois-tu d'éventuels compromis possibles? Where do you see possible compromises coming in? Well, first, I just wanted to, because I was thinking. Eh bien, d'abord, je voulais juste dire, parce que j'y pensais, et ça me faisait vraiment rire intérieurement. Chaque fois que ces gens parlent de l'Iran ou du Venezuela, ils commencent toujours par « Oh, soutenez-vous la guerre ». Et d'abord, pendant 5 minutes, ils doivent dénigrer l'Iran et dire « Eh bien, l'Iran est vraiment maléfique. Ce sont de très mauvaises personnes. Ils sont horribles. Je ne cautionne rien, c'est troublant. Mais je ne soutiens pas la guerre. » Et ensuite, c'est la même chose avec Maduro. Et vous savez, quand je regarde le voisinage de l'Iran et quand je regarde l'Occident, je veux dire, c'est l'Iran qui s'oppose au génocide, tandis que l'Occident le soutient. Les pays de la région sont tous des proxys des États-Unis. Mais bon, je pense que tout d'abord, il ne s'agit pas seulement de l'Iran. L'Iran a déclaré que ses alliés dans la région devaient être inclus dans toute cessation des hostilités. Pourquoi nous opposons-nous à ce cessez-le-feu? Comme vous l'avez dit, nous avons déjà vécu cela. Nous avons eu un cessez-le-feu, ils se sont réorganisés et nous ont attaqués de nouveau. Nous étions en train de négocier, ils nous ont attaqués. Nous avons renégocié, ils nous ont encore attaqués. Et conclure un accord avec les Américains, surtout sous Trump, n'a tout simplement aucun sens. Rien de ce qu'il dit n'a de valeur. Un document qu'il signe n'est qu'un morceau de papier sans valeur. Donc, les faits sur le terrain doivent changer. Tout d'abord, cela doit inclure les alliés de l'Iran dans toute la région. Ensuite, les faits sur le terrain doivent changer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Cela signifie que le Golfe Persique doit être restructuré. La sécurité du Golfe Persique doit être organisée de manière à ce que l'Iran ne se sente plus menacé par les États-Unis. Ces pays ne peuvent pas être utilisés comme plateforme pour attaquer l'Iran. Et si le régime israélien attaque l'Iran, il devra y avoir des conséquences. Il faut donc un changement sur le terrain. Les bouts de papier ne valent rien. Et puis il y a la question des réparations. L'Iran exigera des réparations. La sécurité du Golfe Persique à l'avenir sera différente de celle du passé. Ces dictatures familiales arabes, si elles survivent, devront faire face à une nouvelle réalité, et elles seront gravement affaiblies. Elles le sont déjà gravement. Les Émirats ne seront plus jamais les Émirats qu'ils étaient il y a 3 semaines. C'est fini. Tous ces milliardaires, ils ne reviendront pas, et c'est une bonne chose. Je veux dire, dans un monde sensé, il ne devrait pas y avoir de milliardaires. Mais bon, bref, ils ne reviendront pas. Et c'est la même chose pour le reste de ces petits régimes de la région. Donc vous savez, l'Iran est là pour rester. Et après presque 3 semaines, nous avons vu que les Américains sont incapables de vaincre l'Iran. En fin de compte, les États-Unis vont devoir, eh bien, l'Iran est prêt pour une guerre très très longue. Et pendant que nous parlons, l'Iran produit davantage de missiles. Je ne sais pas s'il produit plus de drones, car il n'a même plus de place pour les drones. Toutes ces bases souterraines sont pleines. Ils sont plus que prêts à continuer pendant des années. Ce n'est pas une guerre que les États-Unis peuvent gagner. Nous avons combattu Saddam Hussein pendant 8 ans et les gens en Iran sont maintenant préparés. Avant la guerre, tout le monde s'inquiétait de ce qui allait se passer. Maintenant qu'il y a la guerre, les gens disent « Allons-y, finissons-en, battons-les, nous devons gagner ». Tout le monde comprend qu'un cessez-le-feu est inutile. Les gens dans la rue le savent, car ce n'était pas il y a 20 ans, c'était il y a 9 mois, et les 2 attaques étaient non provoquées. En d'autres termes, les gens en Iran, tout comme les gens partout dans le monde, reconnaissent que les États-Unis sont... Enfin, à moins que quelqu'un ne regarde les médias dominants occidentaux, en particulier Fox News et ses autres chaînes délirantes, Newsmax, ou peu importe comment elles s'appellent. I just did an interview with one, I don't remember his name. Je viens de faire une interview avec l'un d'eux.
je ne me souviens plus de son nom. Ils étaient fous. Mais bref, à moins que quelqu'un ne regarde ce genre de bêtises, tout le monde sait que négocier avec Trump ne sert à rien. Donc, les faits sur le terrain devront changer pour que l'Iran et ses alliés se sentent en sécurité dans les années à venir. Le régime israélien ne peut pas simplement bombarder le Liban quand il le veut, malgré un cessez-le-feu. Il ne peut pas simplement tuer des gens, des Gazaouis, des Palestiniens à Gaza, chaque jour juste parce qu'il en a envie. Donc les faits sur le terrain doivent changer. Il faut que ce soit inclusif et il doit y avoir des réparations. Il peut y avoir d'autres questions et bien sûr, ils peuvent les négocier de différentes manières. Mais en fin de compte, l'Iran n'acceptera pas une situation où il pourrait être attaqué à nouveau dans quelques mois. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, la condamnation obligatoire de l'adversaire. J'ai participé à de nombreux entretiens et débats, et cela commence presque toujours par la même question. Condamnez-vous Poutine? Condamnez-vous l'Iran? Condamnez-vous le Hamas? Tu vois, c'est la question d'ouverture. C'est très habile, car si l'on hésite, c'est déjà sous-entendu. Eh bien, tu sais, il y a cette fausse dichotomie. Soit on s'aligne sur la posture morale de l'intervieweur, soit on est du côté opposé. Et si l'on ne répond pas oui à cette première question, on n'est pas autorisé à franchir la porte en tant que personne légitime, quelqu'un qu'ils peuvent réellement écouter. Si tu ne fais pas cela, alors tu es moralement suspect. Tu ne peux pas être autrement. Tu es déjà compromis. Tu es désormais un poutiniste ou un apologiste total, ou peu importe le mot qu'on emploie. Encore une fois, c'est habile, car cela force un choix. Soit tu es écarté, donc on ne peut plus t'écouter, soit tu dois adhérer au postulat. Et si tu adhères au postulat, si tu condamnes, alors tu dis essentiellement quel camp est le gentil, quel camp est le méchant, lequel est légitime, lequel ne l'est pas. Et cela implique aussi quand le conflit commence. Personne ne commencerait une interview en me demandant « Condamnez-vous les décennies passées de traitement israélien ?» Condamnez-vous les bombardements américains? Ce n'est pas ainsi que la question est censée être posée. Elle va toujours dans un seul sens, et c'est manipulateur, mais très efficace. Les gens ont du mal à dépasser cette ligne de départ. Juste une dernière question cependant. J'ai oublié qui c'était, un porte-parole, je crois, du gouvernement iranien, ou peut-être le ministre des Affaires étrangères, je m'y perds un peu maintenant, qui a dit qu'il n'y aurait pas de retour à la situation antérieure concernant le détroit d'Ormuz. Comment interprétez-vous cela? Je ne sais pas si vous avez entendu cette déclaration, mais les voies navigables, leur accessibilité, seront-elles conditionnées à l'avenir? Que pensez-vous que cela signifiait? Désolé, beaucoup de spéculation. Non. Je pense que vous avez raison. Je crois que le ministre des Affaires étrangères a dit cela. Je pense que d'autres l'ont dit aussi. Je ne pense pas que ce soit seulement lui, mais je me souviens vaguement qu'il l'a mentionné dans une interview récemment. Mais enfin, il a donné beaucoup d'interviews et il s'en sort plutôt bien. En fait, certaines personnes me disent qu'il a un petit sourire en coin. Et apparemment, on me connaît, moi aussi, pour mon sourire en coin. Et elles disent qu'il le fait mieux que moi. Donc je devrais être jaloux. Merci. Je n'ai pas regardé beaucoup de ces interviews. J'en ai vu quelques extraits parce qu'il se passe tellement de choses et que la connexion Internet n'est pas terrible. Mais je pense, d'après ce que j'entends et d'après les extraits que j'ai vus, qu'il fait vraiment du bon travail. Je pense que ce qu'ils veulent dire, c'est qu'il y aura une forme de contrôle par l'Iran et qu'il y aura probablement un aspect financier à cela, que ce soit dans le cadre d'un mécanisme de compensation ou autre chose, je ne sais pas. Mais encore une fois, nous ne reviendrons pas à la situation d'avant. Ces régimes du Golfe Persique nous ont nui pendant très longtemps. Lorsque Saddam Hussein a envahi l'Iran sous la pression occidentale,
Ils l'y ont encouragé. When Saddam Hussein Les Soviétiques l'ont également aidé, under Western, mais c'est l'Occident qui l'a poussé vers la guerre. I mean, Lorsqu'il a envahi, ces mêmes régimes du Golfe Persique ont financé la guerre. Ils lui ont donné des centaines de milliards de dollars, same regimes that peut-être 200, 250, 300 milliards, quelque chose comme ça. hundreds of billions of dollars then. I mean, I think maybe 200, 250, 300 billion dollars, which in today's, if you know, in today's dollars, it would be. En dollars d'aujourd'hui, ce serait bien plus. Il a pu acheter des armes chimiques aux Allemands et ils l'ont aidé à construire une immense capacité d'armement chimique, massacrant tant d'Iraniens. Je veux dire, l'un des régimes vraiment hypocrites, c'est le régime allemand. Il ne s'est jamais excusé, n'a jamais versé de compensation. Un jour, plusieurs députés allemands sont venus en Iran et ont visité notre université. Quelqu'un m'a posé une question pendant la séance et il y avait cette femme du Parti vert qui dénigrait l'Iran. J'ai dit, « Excusez-moi, je suis une victime des armes chimiques. Allez-vous vous excuser pour ce que vous m'avez fait ?» Elle n'a rien pu dire. Et ensuite, 2 ou 3 des autres députés sont venus me voir et m'ont dit, « Ces gens sont fous. » Le Parti vert. À l'époque, je pensais que le Parti vert serait différent parce que je ne connaissais pas très bien la politique européenne. C'était disons en 2009. Oui, c'était en 2009 quand cette délégation est venue. Quoi qu'il en soit, ces armes chimiques, eh bien, une grande partie du financement venait de ces pays. Ils ont soutenu Saddam Hussein. Nous leur avons pardonné après la guerre et avons normalisé les relations. Puis ils ont commencé à construire des bases. Ces bases ont été utilisées lors de la guerre précédente contre nous pour aider les Israéliens à se défendre et les Américains à défendre le régime israélien, avec des systèmes radars et un soutien à leurs actions offensives contre l'Iran. Et bien sûr, l'attaque américaine contre l'Iran. Nous avons donc de nombreux griefs. Mais après cette guerre, l'Iran ne permettra pas à ces régimes, ces dictatures familiales, s'ils restent au pouvoir, de se comporter comme ils le faisaient auparavant. Ce n'est tout simplement pas acceptable. Cela n'arrivera pas. Et bien sûr, l'Iran détient les cartes. En fin de compte, les États-Unis devront partir. Cela ne peut pas durer éternellement. Et lorsqu'ils partiront, ces régimes devront reconnaître qu'ils doivent se comporter comme des pays ordinaires et non avec l'arrogance qu'ils affichaient auparavant, simplement parce qu'ils disposaient de richesses en gaz et en pétrole, qu'ils étaient des dictatures et qu'ils accueillaient des bases américaines. Ils pensaient pouvoir agir à leur guise. Ce ne sera plus acceptable. Je sais que les choses ne sont pas faciles à Téhéran en ce moment, alors j'apprécie vraiment que vous preniez le temps de me parler. Merci, prenez soin de vous et restez en sécurité. Merci beaucoup, Glenn. Je fais ce que j'ai à faire et je suis reconnaissant pour tout l'excellent travail que tu accomplis.